Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 7e vidéo dédiée à Podman. Dans cette 7e vidéo dédiée à Podman, on va s'intéresser aux layers. Alors c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête sur les fondamentaux, notamment quand on crée une image à partir d'un Dockerfile ou d'un container file. Donc c'est quelque chose que j'ai pas précisé lors de la vidéo précédente, mais les deux formats sont similaires, même si on a une appellation différente, la formulation est exactement la même entre container file et Dockerfile. Alors derrière, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, mettez des pouces bleus, parlez-en autour de vous. Cette vidéo est dédiée donc à Podman, mais pas seulement, hein, c'est valable également sur Docker, tous ces principes que l'on va voir dans cette vidéo-là. Alors, on a vu lors de la vidéo précédente, hein, on a deux manières de créer une image. Aujourd'hui, on va pas revenir hein, sur ces deux manières. On va utiliser simplement le Dockerfile, on va dire, ou container file, qui est finalement le même langage. Et derrière, donc du coup, on va chercher à créer nos images. Une image, elle est constituée de couches. Donc ça, on a vu lors de la vidéo précédente. Quand on crée l'image, on avait un SHA-256 qui était utilisé, qui était généré pour représenter des layers. On n'a pas vu dans le détail ce que représentaient les layers. Aujourd'hui, on va voir ça un petit peu plus sur le principe de fonctionnement. Ces couches sont de deux types, soit en lecture seule, soit en lecture-écriture. En lecture seule, c'est le cas de toutes les couches d'une image, peu importe l'image, toutes les couches vont être en lecture seule. C'est-à-dire que ça va être tout le package inactif hein, finalement, donc l'image on l'a déjà dit, hein, c'est comme si on avait un package, et derrière on va lancer cette image, instancier cette image sous forme d'un container ou X container, et derrière donc on va la rendre active, et c'est seulement à partir de ce moment où on rend actif l'image qu'on va rajouter un layer, une couche supplémentaire sur ces couches en lecture seule, de manière à pouvoir lire et écrire en même temps grâce à cette couche lancée au moment du container. Donc, ils sont symbolisés sur du SHA-256. Si on se fait un petit schéma, donc très simplement et assez rapidement, donc on va prendre deux images. On va dire on a une image Titi par exemple. Hop là, on va se mettre ça en beaucoup plus gros, voilà. Une image Titi. On a une image Toto à côté. Alors je vais faire, volontairement je vais la placer comme ceci. Une image Toto à côté. Hop. Voilà. Et derrière, donc on va se faire un petit élément juste ici. Voilà. Et juste ici. Et donc ces images, elles sont constituées de layers. Donc on peut se les représenter comme ceci, tout simplement. Donc ici, on va avoir le layer, mettons qu'on soit sur une image avec 5 layers. On va avoir le layer 5. Ensuite, le layer, mettons 4. Le layer XXX, et ainsi de suite, comme ceci. Jusqu'au, on va dire, layer, mettons 1 comme ceci. Donc là, ça, bien sûr, c'est purement théorique, puisque derrière, ces layers sont représentés sous forme de SHA-256. D'ailleurs, on va avoir la même chose de l'autre côté, éventuellement sur une autre image, avec plus ou moins de layers, hein, ça, c'est pas problématique. Ces layers vont être possiblement différents, même fortement, quoi, il y a de très fortes chances qu'ils soient différents. On va dire layer Z, layer A ici, hop, comme ceci, et puis voilà, layer 4 qu'on va garder comme ceci. Pour l'instant, c'est théorique. Donc derrière, on a cet empilement de layers, et ces layers ici sont en lecture seule. Donc les images sont en lecture seule, grosso modo. Donc derrière, premier élément important qu'apportent les layers, c'est la possibilité d'utiliser une fonctionnalité de cache, et au-delà de simplement de cache, c'est le fait de pouvoir partager des layers au sein d'une même registrie, qu'elle soit locale ou qu'elle soit distante. On n'a pas encore vu les registries, mais c'est là où sont entreposées les images. Donc il y a des hubs donc, qui sont partagés avec tout le monde, et puis par exemple sur votre laptop, vous allez avoir ce qu'on considère comme une registrie locale finalement, qui stocke les images localement, et pour pouvoir économiser de la taille, et bien derrière, les images qui sont communes, comme par exemple le layer 4 ici, on va faire en sorte qu'il soit partagé avec l'ensemble des images. Plusieurs effets à cela. D'une part, donc on va économiser de la taille
au niveau du stockage local ou distant, et puis par la même occasion, bien sûr, quand on va télécharger, les clients en question vont être capables de vérifier les différents layers et de se dire ok, ce layer là je l'ai déjà, donc je vais pas m'amuser à le retélécharger. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Derrière, donc si on continue, on a également le fait de lancer, donc du coup d'activer ces images pour en créer des containers. Donc derrière, on va se dire ok, je lance un conteneur ici, un conteneur Zuzu, voilà, on va l'appeler comme ceci, et un conteneur Zozo ici, les bien nommés. Hop, voilà, Zozo, comme ceci. Donc là, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, finalement, c'est comme si on créait des layers, on va dire layer XXX, et puis ici, layer YYY. Eh bien, la différenciation qui se passe ici, c'est tout simplement que ici, on était sur des layers, donc read-only, hein, on n'avait que ça à ce niveau-là, hop, voilà, comme ceci. Alors, je vais pas tous les faire, mais que des layers read-only. Et donc, à partir du moment où on lance un container, bien sûr, on a besoin d'avoir de la data qui va s'enregistrer, que ce soit même le plus simplement possible, comme sous forme de log, par exemple, mais aussi des fichiers, des binaires ou autres. Et bien, derrière, du coup, on va avoir besoin de cette couche en lecture-écriture, et c'est à partir du moment où on a des containers que ceci arrive. Par ailleurs, les layers, donc on a la construction d'une image, on va voir le Dockerfile après, ont une importance aussi également sur l'ordre des éléments qui sont cachés. C'est-à-dire que si on prend la création d'une image, par exemple l'image Titi, elle va être créée du layer 1 vers le layer 5. Donc si on prend le Dockerfile qu'on a vu lors de la vidéo précédente, on va avoir, imaginons plusieurs commandes run, eh bien on va avoir le run du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, eh bien, dès lors que on a un cache le plus loin possible, eh bien, c'est l'ensemble des éléments qui sont au-dessus qui vont pouvoir être cachés. Ça veut dire qu'on va pas retélécharger l'ensemble des éléments. Mais dès lors qu'on a un élément qui n'est pas caché, qui n'a pas déjà été téléchargé, eh bien ça va entraîner que toutes les couches qui sont en dessous, donc tous les runs qui sont ensuite, les copies, etc., vont être téléchargés. Ça, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus dans le détail. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors derrière, ça entraîne une chose assez importante, c'est que si on part sur l'hypothèse de base qui est celle-ci, on dit que des layers donc, sont en lecture seule, et derrière ça veut dire que toute commande donc, qui crée un layer, donc on a des runs, on a des copies et autres, on les reverra dans le détail, et bien derrière ces commandes vont générer ce layer, et on va plus ou moins mettre de commandes au sein de ce layer en essayant de les combiner. Si on scinde beaucoup les choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir de multiples layers, et si on cherche à avoir des images, et c'est ce qu'on recherche généralement, en tout cas parmi les caractéristiques d'une image, c'est sa taille, si on cherche à avoir une image relativement légère, eh bien ce qui va se passer, c'est que si on fragmente trop les layers, on risque d'avoir une accumulation de fichiers qui pour autant on ne se sert pas au sein de l'image, voire même lors de la création de l'image via un Dockerfile, on peut très bien se retrouver dans le cas de figure où on supprime un fichier qu'on vient juste de télécharger. Si on fait ça dans deux layers différents, on va avoir une taille d'image qui va être bien plus importante que si on faisait ça dans un layer identique. Alors pour faire ça, on va faire, donc ça c'est un autre exemple qu'on va voir juste après, assez sympathique aussi. Donc on va prendre cet exemple-là. Donc là, c'est le plus mauvais cas de figure, on va dire, un petit peu dans tout ce qui est possible de faire, en tout cas dans les choses que peut faire un débutant. C'est-à-dire que, vous voyez qu'on crée un layer pour faire le update, un layer pour le install, un layer pour le apt clean, on renettoie ensuite donc tout le cache apt, donc tout ça dans des layers différents. Ça a pour conséquence que tout l'update qui est là ne va pas être supprimé, puisqu'en fait ce layer-là ne va pas avoir d'effet sur les layers précédents. De la même manière, ici vous voyez qu'on télécharge un fichier qui fait 10 mégas,
On le supprime juste après, sauf qu'on le supprime dans un layer différent. Ça va avoir pour effet que le fichier de 10 mégas reste stocké au sein de l'image, même si vous, quand vous allez l'utiliser avec votre container, alors on va voir après que c'est pas tout à fait juste, mais avec votre container, quand vous allez l'utiliser, ce fichier existe toujours dans les layers. Il est juste supprimé par un biais, par un système de différentiel. Donc là, par exemple, si je constitue cette image-là, on va faire un podman build -t et cette image on va l'appeler test-2.b1.0 par exemple, point. Donc là il va créer l'image en question, donc il télécharge le from, il va venir ensuite, donc une fois qu'il a téléchargé l'image, faire le run apt, donc là il est en train de faire layer par layer les éléments, donc premier layer le run apt update, ensuite il va passer à l'apt clean. Voilà, il a fait l'install de wget, on n'a pas eu le temps de le voir, voilà. Vous voyez qu'on retrouve ici le SHA-256, alors les premiers caractères du SHA-256, et vous voyez qu'ici, donc il a téléchargé le fichier de 10 Go, hein, donc ça c'était le run précédent, et bien derrière, on l'a supprimé ici. Si je fais un podman images, ou image ls, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux m'apercevoir que mon image ici, elle fait 116 mégas. Ok, donc ça c'est plutôt une source de données assez intéressante. Si je fais un podman history de cette image en version 1.0, comme ceci, je vais retrouver ici les différents layers, vous voyez, à cet endroit-là. Et parmi ces layers, je vais retrouver ici un wget qui fait, alors on va arrondir à 10 mégas, mais qui fait 10 mégas, donc l'équivalent de mon fichier en question. Et vous voyez qu'ici j'ai supprimé mon fichier de 10 mégas. Pour autant, comme on est sur deux layers séparés, celui-ci et celui-ci, dans les faits, il n'est pas supprimé. On va voir à la fin, le meilleur exemple sera la simulation d'un secret de manière ultra simple. Donc la bonne pratique quand c'est comme ça, on va se faire un exemple, c'est d'imbriquer les choses. Alors attention à ne pas trop les imbriquer non plus, parce que plus on imbrique, puisqu'on a dit que les caches étaient gérés au niveau de chacun des layers, plus vous mettez de choses dans le même layer, plus vous avez le risque que finalement, au sein de ce layer, les comportements diffèrent d'un run à un autre, du coup vous allez avoir moins de choses de cachées ou plus de choses de cachées suivant les cas de figure. Donc là on va supprimer par exemple, on va avoir un layer qui va s'occuper simplement de la partie apt, et puis un layer qui va faire donc le wget, on imagine entre les deux un unzip pour récupérer un binaire, etc. et la suppression de l'archive en elle-même, on peut garder le binaire mais supprimer l'archive, eh bien on va le faire dans le même layer également. On va, on va lancer ensuite la création de notre image en v1.1 par exemple, v1.1, comme ceci. Donc c'est parti. Donc là il va pas, vous voyez que donc on a changé la composition des layers. Donc là il aurait pu aller beaucoup plus vite. On va le relancer. Vous allez voir que ça va aller très très vite. Il n'a pas utilisé de cache parce que tout simplement mon layer a complètement changé. Et comme c'est un layer situé très haut dans la composition du Dockerfile, tous les layers qui sont en dessous vont ne pas utiliser de cache puisque celui-ci n'a pas utilisé de cache. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important à avoir en tête quand on crée les choses. Donc là se produit à peu près la même chose, si ce n'est que le RM finalement a été imbriqué en même temps que ce que l'on avait quand on a fait notre wget. D'ailleurs si je fais un podman images, qu'est-ce qui se passe? Alors là on va arrondir à peu près les chiffres, mais il y a l'effet de l'apt, le fait d'avoir mis le layer apt ensemble, donc du coup on a un gain au niveau du cache apt qui est certain, plus un gain de notre fichier de 10 mégas qui a été supprimé, et vous voyez qu'au final l'image, on vient de la faire passer de 116 mégas à 87,6 mégas. Tout ça simplement en jouant sur les layers, rien d'autre que ça. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très très important à avoir en tête. Autre élément donc qui est important, donc ça on l'a vu. Donc ce qui est possible, c'est aussi de consulter la constitution des layers, comme ceci. Donc on a notre history ici, donc on peut, je sais plus, j'ai fait en v1.1 par exemple. Donc du coup on retrouve ici les commandes qui ont permis de créer le layer. On a des options donc sur history, je vous invite à aller les voir. On a le no trunk qui permet de récupérer la ligne entière.
Donc là, c'est assez pratique parce que du coup, vous voyez bien ce qui a été réalisé au niveau de chacun des layers et comment ça a été réalisé. C'est même l'occasion, quand vous voulez regarder un petit peu de ce qui se passe au niveau en termes de performance, en tout cas de volume de vos images, vous pouvez le faire assez facilement. Avec Podman, en plus, c'est déjà mis en forme. Avec Docker, vous l'auriez pas aussi clairement en forme, mais là, vous l'avez bien en forme. Vous pouvez également donc remettre en forme ici, hein, vous voyez le format du... Alors j'ai mis Docker, mais c'est pas Docker, c'est Podman History, autant pour moi. Voilà. Derrière aussi également, donc il est possible d'utiliser Docker diff, Podman diff, c'est marrant, ok. Donc on va faire un Podman, par exemple run-d de notre image. Donc du coup on va passer un -name c1 pour créer un container. Et ensuite on va lui dire qu'on va utiliser test 2.v1.0 par exemple comme ceci. Alors ouais, si, voilà. On va faire un podman. On peut faire d'ores et déjà un podman diff de C1. Donc on peut faire un podman diff, un podman diff ou un docker diff même, hein, sur donc sur un conteneur donné. Derrière on voit que voilà, il y a eu des modifications qui ont été faites. Donc là ici on a une création finalement qui a été faite /etc. Derrière si on fait un podman exec-ti et on va se connecter à C1 avec un bash par exemple. Exec-ti, qu'est-ce qui lui manque? Running container, yes, exact. On peut faire un podman ps-a, voilà. Si, il tourne bien. Non, il est exited. Ok, ouais. RM de C1, c'est pas grave. On va le relancer juste avec notre sleep infinity, par exemple. Sleep infinity, par exemple, comme ceci. Hop là, run, voilà, on va y arriver, sleep infinity, voilà. Donc là, si je refais un exec, comme ceci, bash, simple, là je suis comme ça, je vais créer un fichier, je vais l'appeler touch xavkey par exemple, .txt. Si j'en ressors et que je relance ma commande de diff, et ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là il me dit ok, j'ai toujours le C de /etc. Ici c'est pareil, donc j'ai l'ensemble des diffs qui ont été créés. Par exemple ici, je vois que j'ai un ajout du fichier .bash history. J'ai un ajout aussi du fichier xavkey.txt. Donc au fur et à mesure qu'évolue la couche, le layer de mon container, on est ici hein, finalement, eh bien on va avoir ce diff qui va se calculer automatiquement. Et quand on va committer, souvenez-vous la commande qu'on a vue dans la vidéo précédente, podman commit, finalement on commit quoi? On commit le diff qui est là et qui s'accumule au fur et à mesure. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Ensuite on peut faire un podman, donc on va faire un podman rm-f de c1, on n'en veut plus de lui. Derrière, donc, on peut se faire un autre test. Tout secret doit être pris en compte quand on crée une image. Il faut faire attention. Le but, c'est de ne pas stocker de secret dans une image. Pourquoi? On va le voir là tout de suite. Si on fonctionne, donc si je reprends mon Dockerfile ici, hop, voilà, comme ceci. Si on fonctionne avec, par exemple, imaginons j'ai un secret que j'écris dans mon xavkey.txt. Donc là, très mauvaise pratique. Et derrière, je me dis, ok, donc je fais tout un tas de choses avec mon secret. Et puis je me dis, bon, de toute façon, j'ai fini. Ok, je supprime le fichier qui contient le secret parce que je veux surtout pas. Donc là, c'est vraiment plein de mauvaises pratiques. Hein. Par exemple, ici, on claire le secret, enfin bon, etc. Mais imaginons un fichier que je veux pas partager et je me dis, tiens, ok, je vais m'en servir et puis après, je vais le supprimer. Donc on va imaginer, on fait ça, on fait un run quelque chose, on fait plein de runs ensuite pour faire tout ce qu'on a à faire avec nos secrets et puis ensuite on se dit, ok, je vais le supprimer. Ok, et on pense qu'on a bien fait les choses puisque finalement il n'y a pas de raison que j'ai toujours mon secret dans mon image. Pour autant, si je fais un build en l'état actuel, donc on va créer la 1.2 par exemple, comme ceci. Donc là, il réalise la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure.
Vous voyez qu'ici on retrouve les ID de constitution de notre des layers de notre image en question. On voit que notre image, donc ça c'est le tag complet de notre image finale. On voit qu'on a quand même une étape, un layer intermédiaire. Si je fais un Podman history ici de notre image en question, on peut aussi regarder. Alors bon, là ça sort pas forcément hyper top, mais on voit qu'on a le RM qui est fait au niveau de ce layer là, mais on peut se dire tiens, mais finalement si j'ai la possibilité de lancer à ce niveau-là, avec ce layer-là, un container, bah finalement le RM il n'est pas joué. Donc finalement si je fais un podman run, alors on va le faire, nous on va faire -ti, -rm de manière à supprimer le container après, -name c2, et là on va passer l'id du layer et pas l'id de l'image en elle-même, mais voilà, arrivé à ce niveau-là, ça reste une image qui est activable quand même. On va lancer un bash. Et là, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, j'ai supprimé le xavkey, mais pour autant, il est là, puisqu'en fait, le RM n'était pas encore joué à ce layer-là en particulier. Donc là, je retrouve mon secret. Si je fais le même test et que je lance l'image test, donc on a dit test v1.2 par exemple, où j'aurais pu reprendre l'id définitif, hein, celui-ci, donc le 03 d2c, voilà. On peut l'appeler par son petit nom de cette manière-là. Si je fais un ls, là, pourtant, j'ai plus le xavkey.txt. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est fondamental à avoir en tête. C'est cette constitution des images pour bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre donc l'économie de volume, mais au-delà de l'économie de volume, aussi des enjeux qu'il peut y avoir, commencer à avoir des enjeux de sécurité dessus. C'est quelque chose qui est très, très important, d'autant plus que les images voyagent, c'est-à-dire que vous l'avez sur votre laptop là. On a vu que les layers peuvent être partagés. Et imaginons vous allez pousser ça sur Docker Hub ou une registrie partagée, et là vous avez des risques qui sont quand même assez certains. Donc voilà quelque chose qui est très très important à avoir en tête, me semble-t-il, quand on touche à Docker ou à Podman de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à partager vraiment ça autour de vous, il faut que ce soit bien connu ces éléments-là. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.